Dans ce monde, nous sommes tous à la recherche d'expériences de vie. Le problème, c'est qu'il nous faut de l'argent pour financer ces expériences. Moi, c'est Cédric Froment. Froment comme le blé, l'argent ou comme le spéculateur libre. Je trade et j'investis sur les marchés financiers depuis plus de 15 ans. Dans ce podcast, qui est souvent adapté d'une vidéo de ma chaîne YouTube, vous découvrirez les comportements qui font que les riches sont riches. Allez, on débute cette vidéo avec la partie Trader Mindset. Je vous rappelle vraiment que cette partie est aussi importante que la partie technique. Vous avez beau être le meilleur technicien, savoir lire la psychologie des investisseurs sur les marchés financiers, si vous n'avez pas le mindset pour pouvoir exploiter toutes les opportunités, vous n'en ferez rien de ce bagage technique. Donc c'est à ça que sert cette partie sur le mindset du trader. Donc cette semaine, on va parler du sacrifice de l'ego. Alors je ne sais pas si vous avez vu le film Fight Club. Moi je me souviens que quand il était sorti à l'époque, je devais avoir, 14-15 ans, et il était interdit aux moins de 16 ans, donc on m'avait interdit d'aller le voir parce que ce film était extrêmement violent. Du coup j'avais gardé l'image d'un film qui était simplement, parce que j'avais quand même été le voir, qui était un bain de sang, et j'avais absolument pas vu et perçu tout l'aspect philosophique qui se cache derrière ce film. Donc si vous êtes comme moi, si vous n'avez pas revu ce film parce que pour vous c'était un bain de sang et que vous n'en avez pas perçu la substantifique moelle, je vous recommande d'écouter cette petite partie Trader Mindset, parce qu'on va s'inspirer de ce film pour parler du sacrifice de l'ego. Donc à mon sens, avec Matrix, c'est probablement les deux films les plus profonds philosophiquement parlant que le grand public a eu l'occasion de voir au cinéma. Oui, j'assume complètement cette phrase. Donc on y voit le héros, donc Tyler Durden, dans des situations ultra dévalorisantes tout au long du film. Cela ne l'empêche pas de construire un petit empire, et si c'était le secret de toute son œuvre, le fait de se retrouver à terre, sali en permanence. Alors la question du coup qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut être sadomaso pour créer et inspirer quelque chose de fort dans sa vie? C'est la question que pose Tyler Durden avec ces 3 exemples tirés du film. Donc le premier exemple, c'est qu'il choisit de se faire casser la gueule par un mafieux devant tous ses élèves. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette séquence assez choquante du film où il est à terre et il y a un mafieux, donc le mafieux dans l'entrepôt dans lequel ils organisent leur fameuse bagarre. Donc quand il s'aperçoit de ça, il casse la tête à Tyler Durden, qui est l'organisateur du Fight Club. Et Tyler Durden, pendant cette séquence-là, il demande à ses élèves de ne pas intervenir, alors que c'est une séquence d'humiliation la plus absolue et totale. On le voit à terre, le visage complètement en sang, dans une position vulnérable, et il se laisse complètement à la merci de ce gros mafieux qui l'assène de coups. Ensuite, deuxième exemple, on voit Tyler dans un environnement qui est purement bestial tout au long du film. Donc il vit dans un lieu qui est absolument dégueulasse, tout est sale, et on le voit victime d'un accident de voiture, on le voit régulièrement recouvert de sang, il a le nez cassé, il est toujours cassé de partout. On le voit aussi en pleine nuit aller voler de la graisse liposucée dans une clinique de chirurgie esthétique, et donc à cette occasion on le voit plusieurs fois donc dans une poubelle, dans une espèce d'énorme benne, où on le voit asperger de cette graisse humaine immonde qui vient se perforer sur un grillage qu'il escalade, et on le voit plein de graisse. Bref, on le voit vraiment dans des situations absolument bestiales et très très sales. Donc limite c'est rabaissant. En tout cas l'image de notre société moderne, c'est que cette personne est absolument repoussante et dégueulasse. Le troisième exemple, c'est qu'il demande à ses élèves de provoquer une bagarre dans la rue et de la perdre. Donc chaque élève doit, dans son quotidien, aller embêter quelqu'un, de provoquer une bagarre et puis de s'asseoir sur son ego, de perdre la bagarre. Alors pourquoi, à votre avis, ce film met un tel point d'honneur à valoriser le sordide, l'échec et la douleur? On va voir en quoi consiste le sacrifice de l'ego, et vous allez voir que derrière se cachent des vraies valeurs philosophiques qui sont celles du bouddhisme et du stoïcisme. Alors, le but de tout ça, vous l'avez vu, c'est de battre son ego. Alors, désolé, je vais reprendre un terme qui a été dit pendant le film.
Tyler Durden dit « Le but, c'est d'enculer son ego ». Je suis désolé, voilà, mais c'est vraiment très parlant. C'est le sacrifice de l'ego. Toutes ces scènes symbolisent la destruction de son ego pour mieux renaître ensuite. Cette phrase est extrêmement importante. On va parler de la destruction créatrice un petit peu plus loin. C'est ce qui permet à notre économie, à l'être humain d'avancer en fait dans sa vie. Ce fameux cycle de destruction créatrice schumpeterien. Bref, on s'est compris. Donc il s'agit d'une valeur fondamentale chez les bouddhistes et les stoïciens. Le message que Tyler Durden essaye de faire passer, c'est que vouloir briller, vouloir toujours être bien vu et propre sur soi, c'est s'éloigner du processus d'autodestruction qui nous permet de renaître plus fort. Bien sûr, il est inutile de se faire tabasser et d'arrêter de prendre des douches pour vivre ainsi. Il faut en toute honnêteté, vis-à-vis de soi, accepter l'échec et sacrifier son ego. Lorsque l'on embrasse ce schéma, on a un système qui nous permet de nous reconstruire plus fort. Le sacrifice de l'ego et donc l'acceptation de l'échec, eh bien ça passe par la douleur. Donc la douleur, ça sert à quoi au final? La douleur, vous allez voir que ça sert à nous ramener au moment présent. Lorsque l'on ressent une douleur physique, on n'a plus le temps de réfléchir à ces petits problèmes du quotidien. On est entièrement focalisé sur cette souffrance physique et on reconnecte avec le moment présent. Ce n'est pas par sadisme que les moines bouddhistes donnent des coups de bâton à leurs disciples qui divaguent ou qui perdent le rythme de leur respiration pendant une séance de méditation. C'est dans le but que ces disciples se recentrent sur le moment présent et soient à l'écoute de leur respiration. Vous voyez à quel point ce sont des valeurs qui sont bouddhistes au final. Donc le concept de choc, qu'il soit physique ou mental, permet au cerveau de se recentrer. Quand on comprend toutes les vertus thérapeutiques de ce mécanisme, on commence à reconsidérer sa propre perception à l'échec. Les personnes qui apprécient les échecs ne sont pas des sadomaso, elles ont juste compris que c'est grâce à ce phénomène qu'il est possible de grandir. Nous allons tous vivre des milliers d'électrochocs dans nos vies. Il nous appartient de changer notre perception de ces événements. C'est ce qui différencie les gens qui se plaignent tout le temps de leur vie stagnante de ceux qui évoluent sur une courbe ascendante et perpétuelle avec une facilité apparente. En économie, on appelle ce concept la destruction créatrice. Le fait de laisser fonctionner le marché permet aux humains de se réinventer, d'éliminer les services ou les produits obsolètes pour des choses révolutionnaires. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous avions une espérance de vie de moins de 100 ans et non 2000 ans? Voici ma théorie sur l'espérance de vie de 80 ans, qui est celle actuellement de l'espèce humaine sur Terre. Donc, nous avons tendance à nous raccrocher à nos idées et nos acquis pour assurer notre sécurité professionnelle et familiale. C'est normal, c'est comme ça que qu'on verrouille en fait une sécurité pour nous et nos enfants. Nous percevons donc les nouvelles générations comme une menace. Pourquoi? Car elles arrivent avec des idées disruptives, c'est-à-dire qui invalident notre référentiel, notre système de pensée. Ces petits jeunes-là, ils arrivent, ils défoncent toutes nos idées en disant que c'est de la merde, et ils nous mettent sur la table des nouvelles idées qui sont révolutionnaires et qui améliorent notre propre référentiel. Du coup, ça nous met en danger, ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que fait l'être humain? Eh bien, il fait blocus aussi longtemps que possible pour conserver ses acquis et sa propre sécurité. Et c'est grâce à notre mort que ces nouvelles idées peuvent prendre le pouvoir et changer le monde. Si nous vivions 1000 ans, nous serions probablement encore en train de taper des cailloux pour faire du feu, tellement le processus de destruction créatrice serait lent. J'espère que vous saisissez vraiment l'importance de ce processus de destruction créatrice, vraiment de vivre des échecs pour se reconstruire plus fort grâce à ces échecs. C'est vraiment quelque chose, un processus qu'on devrait tous embrasser au quotidien dans notre vie, alors que on nous a éduqués pour le fuir à 100%. Dès qu'on voit un échec, non, il faut qu'on le fuit, il faut qu'on ne bouge pas, il ne faut pas qu'on s'expose aux échecs, alors que ça fait vraiment partie du processus de progression et voilà, de nos vies. Donc on va parler maintenant de la spéculation. Alors la spéculation est un moyen de se reconnecter à cette loi fondamentale de la vie.
L'échec est donc l'élément fondamental d'un système en évolution. Sans échec, il n'y a pas de destruction créatrice et on ne peut pas renaître plus fort. Au mieux, on stagne, au pire, on régresse toute sa vie. La spéculation ne laisse aucune chance de survie aux spéculateurs qui n'acceptent pas l'échec. Embrasser l'échec, c'est endosser la responsabilité de ses actes en arrêtant de toujours rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Vous savez, en France, on est vraiment dans la culture de l'État-providence. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans nos vies, on va se plaindre que c'est de la faute de l'État, du politicien, du gendarme, et on a très peu l'occasion d'endosser la responsabilité de ce qui nous arrive. Et en fait, c'est ça qu'il faut vraiment changer. En tout cas, quand vous arrivez sur les marchés financiers, il faut vraiment être dans une logique complètement symétriquement opposée. Donc vivre de l'échec, c'est prendre du plaisir lorsqu'un trade perdant est concrétisé. Car il nous renvoie au fait que grâce à lui, des trades gagnants vont bientôt être enregistrés et vont renforcer notre capital. Hélas, nous ne sommes pas conditionnés pour le sacrifice de notre ego. Et c'est probablement pour cette raison que la spéculation est l'une des activités les plus difficiles qui existent tant que l'on est en lutte avec son ego. Dernière info avant de nous quitter, tous les liens dont j'ai parlé dans cette version podcast figurent dans le descriptif. À la prochaine.